Ok. Donc, je m'appelle Franck Esté, je suis enseignant à l'Université de Tours. J'ai été responsable de formation pendant 2 mandats. On a géré une année décalée, un semestre préparatoire, donc des dispositifs de remédiation pour des étudiants en difficulté. J'ai été vice-président numérique de l'Université de Tours pendant 2 mandats aussi. Donc, j'ai été amené à gérer à peu près 200 projets sur les 8 ans. Et là, actuellement, je suis expert au ministère, à la MIPNES, sur la partie infra et services numériques. En introduction, je vais vous proposer un petit film sur une façon dont on pourrait voir les choses. Ça dure 1 à 2 minutes, sur le BIM, qui est quelque chose de spécifique à l'immobilier. Bien. Bon, la musique est un peu entêtante, hein. En fin de compte, c'est ce qui pourrait nous arriver d'ici quelques années si nous arrivons à aligner la totalité des métiers sur l'image comme étant la donnée pivot. L'image, on va dire l'avatar numérique en règle générale. Le BIM sera obligatoire en France en 2017, c'est-à-dire tous les marchés publics qui se passeront sur la partie immobilière devront être BIMisés, avec tous les avatars numériques et toute la partie vidéo qui va derrière. Alors, à partir de cette petite présentation, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, d'essayer d'envisager comment les enjeux sociétaux interceptent les problématiques de formation et en quoi la vidéo peut essayer de s'appuyer sur ces enjeux sociétaux et comment la recherche nourrit notre réflexion sur l'utilisation des médias numériques dans l'enseignement. Alors pour cela, j'aborderai dans une deuxième partie trois directions. La première qui sera la dimension stratégique, qui pour moi est essentielle. Je passerai pas mal de temps sur cette planche-là. Sur la partie numérique, c'est-à-dire tout l'écosystème qu'il doit y avoir autour de la production de contenu multimédia, et à partir de là, comment la pédagogie peut s'approprier ces outils-là de manière à aller dans une direction qui est la réussite de l'étudiant dans son cursus. Alors, si on regarde un petit peu au niveau de l'Union européenne l'adéquation qu'il y a entre l'emploi et les compétences des personnels, on se rend compte qu'il y a un décalage. Donc là, je vous ai mis les statistiques. Donc en violet, c'est l'Union européenne, et puis en bleu clair, c'est la France. Donc on peut remarquer qu'il y a un décalage entre les compétences des employés et les compétences attendues, ce qui va entraîner de la part des entreprises la mise en place de plateformes de formation. On va en parler un petit peu plus loin,
de plateformes de formation qui viennent directement faire concurrence aux formations académiques qui existent dans nos établissements et pour lesquelles on pourrait forcément, enfin on pourrait nécessairement se substituer et dans lesquelles la vidéo peut trouver une place prépondérante. Si on regarde le niveau d'études de base attendu, c'est pareil, il y a un décalage entre le niveau, si on regarde les 30-34 ans ou les adultes en formation tout au long de la vie, il y a un décalage entre le niveau attendu par l'Union européenne et puis le niveau en France. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin en termes de formation, aussi bien en formation initiale mais en formation tout au long de la vie, qu'il y a une évolution des compétences, on va en parler juste après, des personnes tout au long de leur existence, de leur vie professionnelle, et qu'à partir de là, les établissements doivent être capables de proposer des modalités de formation et pas forcément des modalités de formation en présentiel. Et on va voir que l'usage de la vidéo dans cette problématique-là peut être une solution, pas la seule, mais une composante de la solution. Il y a aussi de nouvelles compétences à acquérir, si on regarde les compétences du XXIe siècle, qui ne sont pas véritablement des compétences du XXIe siècle, qu'on pouvait retrouver au XXe, mais qui vont être assez prégnantes. Il y a une planche que je n'ai pas mise, mais qui est l'évolution des métiers au regard de ces compétences entre le début des années 80 et puis les années 2010. On peut remarquer que actuellement, l'outillage n'est pas satisfaisant de manière à pouvoir enseigner ces compétences-là dans nos formations. On le fait, mais l'outillage n'est pas là. Alors, je vous ai cité deux exemples, la plateforme Wiz qui intègre des stratégies générales, qui couvre à peu près 10 des 16 compétences qui sont indiquées à droite. Et puis, vous avez l'utilisation des jeux vidéo, qui permettent aussi l'apprentissage de compétences sociales et émotionnelles. Avant de parler de la vidéo et de l'usage de la vidéo, regardons un petit peu l'équipement, puisque évidemment, si on doit être amené à utiliser la vidéo dans des activités de formation en présentiel, à distance, en synchrone ou en asynchrone, que font nos concitoyens? Donc là, on est sur une analyse du CREDOC qui date de 2015, donc qui a que 2 ans d'ancienneté, sur une population de 12 ans et plus. Donc le taux d'équipement en téléphonie, ordinateur et Internet, on peut remarquer que téléphonie mobile, on est sur 92%, Internet 83%, et qu'au moins 80% de la population a au moins un ordinateur. L'équipement en tablette, on peut remarquer qu'il est en forte croissance, smartphone aussi, mais que c'est pas encore la majorité. Smartphone, on est à 58%, c'est juste 1 sur 2. Maintenant, nos concitoyens, ils font quoi sur Internet? Sur Internet, en fin de compte, on a des typologies d'usage. Identifier ces typologies d'usage, c'est aussi identifier les outils qu'on va pouvoir mettre en face de ces usagers dans le cas de formation tout au long de la vie. Quand on a 37% de nos concitoyens qui sont faibles ou peu utilisateurs d'Internet, on comprend bien que dans ces conditions, tout ce qui est formation à distance, tout ce qui est formation à partir des outils numériques, c'est quelque chose qui va absolument pas les toucher. Mais à côté de ça, on a 29% d'utilisateurs massifs et 34% d'utilisateurs qui ciblent leur usage. Donc des utilisateurs qui ciblent leur usage, ça veut dire qu'il va falloir ça veut dire qu'ils ont des besoins, et ça veut dire qu'il faut répondre à ces besoins si on veut arriver à toucher ces utilisateurs-là. Au niveau des activités sur les mobiles, que faisons-nous sur les mobiles? Pour 52%, on navigue sur Internet. Alors évidemment, navigation sur Internet, ça veut dire aussi consultation de vidéos. On va le voir un petit peu après sur des populations plus jeunes. On consulte essentiellement ses courriels et puis on télécharge des applications. Voilà. Vous pouvez remarquer qu'on téléphone sur Internet. Au niveau des activités sur Internet, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'OCDE au niveau des étudiants, on peut remarquer que beaucoup d'étudiants, 80-90%, vont sur Internet pour le plaisir, mais qu'il y en a pas mal qui vont, on va dire aux alentours de 70%, qui vont pour télécharger de la musique, des films, des jeux ou des logiciels. Donc ils vont télécharger des films, des logiciels, des jeux, ou de la musique sur Internet, qui sont des activités qu'on va retrouver dans les activités d'apprentissage dans le cas des formations académiques. Donc on peut s'appuyer sur cette activité en dehors des formations pour essayer de capter les étudiants sur des activités qui seraient des activités académiques. Vous pouvez remarquer, alors donc là vous avez la moyenne et puis après vous avez les 2 pays, donc sur la flèche, le pays la flèche du bas, enfin la barre du bas correspond au pourcentage minimum avec le pays, et la flèche du haut correspond au pourcentage maximum avec le pays. Donc si on prend la première colonne, la moyenne est aux alentours de 90%, 98-88%, c'est la Jordanie qui surfe le moins et c'est l'Estonie qui surfe le plus. Voilà. Au niveau des connexions filaires, on peut remarquer que 81% de la population 2015 est connectée en ADSL, parce que si on veut transférer les flux vidéo, il faut quand même
avoir des tuyaux qui vont bien. Donc ADSL avec sur du haut débit, donc on est sur du haut débit, donc c'est du 30 mégabits par seconde, hein, on n'est pas sur du très haut débit, 100 mégas, on est plutôt sur du 80. Et pareil pour la fibre optique, 12. Donc, faudra pas compter sur la fibre optique pour l'instant pour pouvoir transférer nos flux vidéo. Hein, ça sera essentiellement sur des lignes ADSL en dehors de nos établissements. Je vous ai pas mis l'accès Internet relatif à nos établissements, donc entre le réseau Renater, les réseaux de collecte au niveau régionaux. Je pense que là aussi, il y aurait certainement à regarder. Je pense pas sur les nœuds Renater, c'est-à-dire sur les gros sites, mais sur les sites délocalisés, c'est-à-dire si on envisage de mettre en place des moyens de stockage, de diffusion et de captation de la vidéo, il va falloir là aussi revoir un petit peu l'irrigation des sites délocalisés si on tient à ce qu'il y ait la même qualité de service sur les sites métropolitains, les gros sites métropolitains et les petits sites régionaux. Bien. On en vient petit à petit aux images. Addiction aux images. Si on regarde un petit peu ce qui se passe chez les 18-24 ans, 73% des 18-24 ans déclarent utiliser Internet pour du visionnage ou du téléchargement. Donc, ça veut dire que l'activité vidéo, c'est quelque chose qui est dans leur ADN. Ils devancent les 12-17 ans, donc 59%, et les 25-39 ans, 52%. Et si on regarde en plus à l'intérieur de cette population les étudiants, donc les étudiants, 67% d'entre eux utilisent Internet pour du visionnage ou du téléchargement. Mais c'est pas simplement une activité passive de visionnage, c'est aussi une activité de production. 65% des jeunes collégiens développent des pratiques vidéastes, création de vidéos, et 82% des lycéens ont déjà réalisé ou diffusé une vidéo sur un réseau social. La production de vidéos, on en parlera un petit peu plus loin, est un outil qui devrait aussi être utilisé dans les activités pédagogiques pour un apprentissage plus efficace. Alors, je vais vous poser une petite question, histoire de faire un petit sondage sur la population qui est ici. Est-ce que vos enfants visionnent ou téléchargent des vidéos sur Internet? Donc, si c'est oui, vous faites réponse A. Si c'est non, vous faites réponse B. Et si vous ne savez pas, c'est inquiétant. Donc là, on va faire une réponse au choix multiple, ABC. Non, voilà. Donc vous avez une question à choix multiple, A, B, C ou D. Donc là, on va simplement choisir A ou B. Donc vous répondez A si c'est oui. C'est hashtag CUM. On va vous l'afficher directement. Tac. Voilà. Voilà, vous l'avez au tableau. On va voir ta réponse. Ah, pardon. Ça remet à zéro. Oui, ça actualise. Au fur et à mesure que les gens se connectent. Donc là, il faut que tu montes ton choix multiple. A, B ou C. Tu réactualises, voilà. Ça y est. Bon. Deux écrans. Hashtag CUM 2000. La question c'est, vos enfants visionnent-ils ou téléchargent-ils les vidéos sur Internet? Vos enfants visionnent-ils ou téléchargent-ils les vidéos sur Internet? A, oui. B, non. S'ils visionnent ou téléchargent, vous tapez A. S'ils visionnent pas ou ils téléchargent pas, vous tapez B. Comment? Réactualise. Oui. Ah, Ça y est. il y en a deux qui ne sont pas honnêtes là. Il y en a deux qui savent pas ce que font l'argent. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre, pour ceux qui veulent répondre. Oh là là. C'est bon, tout le monde a répondu? On peut clore? Non, c'est pas encore, on attend encore un petit peu? Il y a une quinzaine de questions comme ça, alors c'est dépêche. Bien, pendant que vous visualisez les réponses, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est que sur la population, réponse A, c'est-à-dire la population qui utilise, qui télécharge des vidéos, on va avoir une population plutôt réceptive à l'utilisation des vidéos dans les activités pédagogiques, et qui va être partie prenante.
Sur la population type B, c'est-à-dire qui n'utilise pas et qui ne télécharge pas, on va voir qu'il va falloir leur apprendre à se servir des vidéos. C'est-à-dire qu'il y a des compétences à acquérir pour utiliser des vidéos, qu'on peut raisonnablement penser que les jeunes qui ont déjà l'habitude d'aller sur Internet télécharger des vidéos ont un socle de connaissances minimum. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller, ils n'y ont pas. Et donc quand on va exposer ces deux types de populations à des vidéos dans le cadre d'activités d'apprentissage, on va pas avoir le même type d'appropriation et donc forcément des retours en termes de compétences acquises qui peuvent être biaisés tout simplement parce que la formation à l'utilisation des outils vidéo n'a pas été faite au départ. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je reprends la main. Bien. Maintenant, ce que l'on peut voir, mais ça je pense que chacun d'entre vous le sait déjà, c'est que les évolutions technologiques ont depuis plusieurs dizaines d'années amené à une information multimodale. Donc on se retrouve avec des informations qui sont soit sur différents supports, soit différentes modalités, et qui touchent aussi bien la vue que le toucher, que l'ouïe. Les guides de conception sur les outils multimodaux devraient s'appuyer sur les résultats des recherches empiriques. Souvent on a des guides qui sont faits par des experts, mais qui ne sont pas étayés par les résultats de la recherche. Or, je vais vous montrer juste après qu'il y a une recherche abondante qui a été faite sur l'utilisation des outils multimédia dans le cadre d'activités d'apprentissage, avec des pistes relativement fortes que l'on peut suivre de manière à avoir un enseignement un petit peu plus efficient. Et évidemment, le champ n'est pas complètement investigué, donc il reste encore de nombreuses recherches à mener pour préciser les conditions d'une utilisation pédagogique optimum. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les recherches sur les médias s'intéressent aux supports pédagogiques. On va voir qu'ils sont vite bornés, enfin vite limités en termes d'efficacité. Par contre, les recherches qui sont consacrées aux méthodes pédagogiques, elles visent à déterminer le meilleur moyen de présenter les informations. Donc les deux recherches sont menées en parallèle. Ce qu'il faut, c'est les rapprocher l'une de l'autre pour arriver à avoir une méthodologie qui soit efficiente. Mais les recherches sur les médias seront beaucoup moins vastes que les recherches consacrées aux méthodes pédagogiques. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la littérature sur les sujets. Ce qu'il y a, c'est que les recherches multimédia, elles se heurtent sur le fait que l'apprentissage, c'est le fruit d'une méthode, et qu'on peut très bien avoir un très bon outil, mais si celui qui applique la méthode n'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc vous avez des études qui ont démontré que l'efficacité d'une méthode pédagogique peut être la même avec différents supports. Donc en premier lieu se pose la question de la méthode pédagogique qui est appliquée et après des supports multimédia que je vais utiliser pour outiller cette méthode pédagogique. Donc c'est le parti pris de l'apprenant par rapport au parti pris de la technologie dont je parlerai dans le thème sur la pédagogie. Maintenant, si on regarde, alors j'ai fait un petit peu de biblio, elle n'est pas exhaustive, il y a forcément un parti pris puisqu'il y a des éléments que j'ai voulu mettre en relief et puis d'autres non. Donc c'est pour ça que je vous dis que le fil conducteur de cette présentation peut être sujet à la controverse. Mais voilà, en tout cas, ce que l'on peut observer, c'est que il y a une amélioration de la performance académique, donc pour des étudiants de 18 à 24 ans, donc typiquement les nôtres, en sciences et en langage, donc typiquement sur deux types de composantes qu'on peut clairement identifier dans nos établissements, par l'utilisation de vidéos dans le cours, par visualisation en direct ou en différé. Déjà, l'utilisation de la vidéo en sciences et en langue, c'est efficace. Il y a une performance académique, donc de meilleurs résultats aux examens. L'usage raisonné de la vidéo en classe en situation de visionnement améliore la capacité des élèves. Alors là, on est sur des élèves de 10 à 17 ans, sur cette étude qui a été faite, à visualiser un phénomène et à mémoriser les différentes phases des situations d'apprentissage. Donc directement un impact sur la partie cognitive. Et l'instruction multimédia aide les apprenants à comprendre les concepts avec l'utilisation de mots et d'images. Pour un apprentissage significatif, on a 3 processus cognitifs, donc la sélection, l'organisation et l'intégration. Et les techniques multimédia doivent viser à valoriser ces processus cognitifs. Donc faciliter par exemple la réflexion et la résolution de problèmes. Mais en fin de compte, l'utilisation de vidéos permet une connexion plus facilement entre les indices visuels, ce qu'on appelle les indices de rappel, et le processus de mémoire. Le rappel des connaissances est beaucoup plus efficace. Parce que quand on lit un texte, en fin de compte, quand vous avez 2 idées consécutives, vous êtes obligé de stocker la première idée dans la mémoire de travail, et puis après vous êtes obligé de lire la deuxième idée, de stocker la deuxième idée, d'avoir rappelé la première idée, de les mettre en relation. Quand vous regardez une image ou vous regardez un film, vous avez les 2 idées qui sont mises en parallèle simultanément. C'est beaucoup plus efficace au niveau cognitif. Ça inspire et encourage les étudiants. Donc les vidéos générées par l'apprenant, on en a parlé tout à l'heure, hein,
les adolescents produisent des contenus vidéo. Et quand on regarde ce que donnent les résultats des activités de production dans des activités éducatives, on remarque que les vidéos générées par l'apprenant ont un impact positif sur les résultats d'apprentissage et la satisfaction des élèves. Tout simplement parce que toute la partie compréhension des concepts à filmer doit être faite en amont de la construction de la vidéo et par un travail collaboratif entre pairs. Aider dans l'apprentissage de procédures. Alors ça, c'est très utilisé dans le monde professionnel. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Mais une vidéo peut être très efficace pour communiquer des faits ou appréhender les procédures. Je n'ai pas parlé des différents types de connaissances, déclaratives, procédurales et conditionnelles, mais sur des connaissances procédurales, une procédure peut être très bien filmée, et à partir de là, l'apprentissage peut être fait de façon autonome, d'autant qu'on peut répéter la procédure autant de fois que l'on veut. C'est beaucoup plus efficace qu'un texte, et beaucoup plus efficace qu'un enseignant qui répète. Je continue toujours. Les analyses de régression hiérarchique ont montré que l'éducation aux médias était un prédicteur significatif de l'apprentissage à partir des médias. Ça rejoint le questionnaire que j'ai posé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'utilisation des médias dans le cas d'activités éducatives, oui, mais à condition de savoir s'en servir. Et donc il faut éduquer les étudiants à l'utilisation des médias avant de leur présenter des médias pour une activité éducative. Et plus ils seront éduqués, mais plus sera efficace l'utilisation des médias dans les activités éducatives. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur qui influe sur la réussite, mais c'est un facteur important. Un environnement d'apprentissage vidéo amélioré peut être un outil pédagogique supérieur à un environnement d'apprentissage vidéo courant en termes de performance d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilisation simplement de lecteurs, ce qu'on appelle des vidéos avec des premiers niveaux de fonction, n'est pas satisfaisant. Il faut repenser l'utilisation de la vidéo et les fonctions associées. Je vous présentais tout à l'heure un exemple d'environnement amélioré dans lequel il y a une prise de notes. Souvent, les étudiants regardent la vidéo comme on regarde les informations, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de notes. Bon, je le vois dans mon activité d'enseignant, sur un cours que je passe, il y a un module de formation qui a été fait par le Laboratoire National d'Essai, que je leur demande de suivre, et quand je regarde un petit peu ce qu'ils font, en fin de compte, ils ont une activité passive, qui est une activité d'écoute. Bon, sur la partie mémorisation, on sait très bien ce qu'il en est. Donc, il faut envisager des fonctionnalités enrichies, comme la prise de notes synchrone, avec une indexation de la prise de notes sur le chapitrage de la vidéo, avec des ressources complémentaires à différents moments de la vidéo, avec la possibilité de poser des questions, soit poser des questions à celui qui écoute la vidéo en lien avec la vidéo, soit à celui qui écoute la vidéo, poser des questions à celui qui a posé la vidéo. Donc, à double sens. Et l'usage que font les jeunes des médias numériques correspond à des formes d'apprentissage bien plus en phase avec les compétences du XXIe siècle et avec les principes d'apprentissage établis. Donc cet usage est en général très social, donc ça veut dire que si on veut utiliser du multimédia, il faut envisager un usage social. Il comprend une forte composante d'expérimentation et de bidouillage. Vous allez voir tout à l'heure que dans les photos que je vous présente, on a des très jeunes enfants qui font des vidéos, et qui utilisent du matériel technique. Bon, je pense que si des enfants en primaire sont capables de le faire, nos étudiants devraient être capables de le faire aussi. Donc d'expérimentation, ça veut dire que les étudiants aiment expérimenter, tester, bidouiller, donc pas forcément trouver la solution optimum, mais trouver une solution qui répond aux besoins, et ça encourage la production et le partage des connaissances. Donc les médias facilitent un apprentissage plus axé sur l'interaction et la participation que sur la consommation passive d'informations et de savoir. Donc ça, c'est ce que nous dit la recherche. Et je terminerai juste par sur ce petit point. Lorsque vous présentez une explication scientifique, ce sont toujours des résultats de recherche, de la façon dont quelque chose fonctionne à l'aide de mots-clés, est-ce que cela aide d'ajouter des images ou pas? On pourrait se poser la question, peut-être que les images n'ont aucune valeur ajoutée. Dans 5 expériences séparées, impliquant des explications multimédia, donc sur des pompes hydrauliques, sur des freins, ou sur l'explication de la foudre, ou sur un jeu éducatif impliquant de l'arithmétique, les étudiants qui ont reçu l'animation et le récit correspondant présentés en même temps ont mieux réussi les tests que ceux qui n'ont eu que la présentation de la narration. Bon. Je pense que quand on lit tout ça, on est convaincu que l'utilisation de la vidéo doit faire partie prenante des activités d'apprentissage. Maintenant, si on regarde les environnements pédagogiques, parce que la vidéo n'est pas hors sol, elle s'insère dans des environnemment pédagogiques. Essayons de promouvoir les environnements pédagogiques innovants. Les environnements pédagogiques innovants sont constitués de ce qu'on appelle un noyau pédagogique. Bon, il n'y a rien de très original, c'est les apprenants, les éducateurs, le contenu et les ressources. Mais il faut repenser. On peut avoir de nouveaux apprenants qui arrivent et qu'on va devoir intégrer assez rapidement dans le cursus.
que ce soit en formation tout au long de la vie. On peut avoir des éducateurs qui sont soit des enseignants, on va dire, ad hoc, mais qui peuvent être aussi des experts, qui peuvent être aussi des personnes qui ne sont pas forcément enseignants à temps plein, mais qui arrivent pour participer à une activité éducative en complément. Ça peut être aussi repenser les contenus, on vient d'en parler un petit peu, et les ressources. Ça englobe aussi l'apprentissage, le contexte, le facteur temps et le mélange. Donc le facteur temps, j'en reparlerai, je pense que pour moi c'est important quand on approche la vidéo, parce que la vidéo nous amène à repenser le déroulement du temps dans l'activité d'apprentissage. Et le mélange, donc on va pouvoir mélanger des approches et des expériences. Il n'y a pas quelque chose de très dogmatique dans les environnements pédagogiques innovants. Il y a une panoplie d'outils, d'approches, et il va falloir apprendre à mixer tout ça en fonction des publics et en fonction des objectifs. Alors il y a 7 principes pour être efficace, je ne vais pas les lister, mais vous pouvez les identifier. Et puis l'ensemble de ces éléments du noyau pédagogique sont reliés par ce qu'on appelle les dynamiques et les choix organisationnels, qui forcément vont être coordonnés par les équipes pédagogiques, on va dire au plus près du terrain, mais aussi par la gouvernance. Et on remarque que ces dynamiques et ces choix organisationnels sont peu adhérents aux problématiques de programme. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a un programme académique très formalisé, si on prend des programmes pédagogiques nationaux, ou un programme qui est construit à l'occasion de la construction d'une offre de formation dans le cadre d'une contractualisation, qu'on est empêché de construire des environnements pédagogiques innovants. Et pour ça, évidemment, pour ces dynamiques et ces choix organisationnels, il y a 4 sources de changement, qui sont regrouper les enseignants et les éducateurs au sein d'équipes. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est regrouper les étudiants sans tenir compte des classes et des niveaux, c'est repenser l'utilisation du temps d'apprentissage, et c'est innover en matière de pédagogie et d'évaluation. Il faut rapprocher ce que je suis en train de dire de ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'a produit la recherche en termes de valorisation de l'utilisation des contenus multimédia dans les activités d'apprentissage. Bon, je pense que celle-là, vous la connaissez, c'est une méta-analyse qui date de 2005, si je me souviens bien, donc Visible Learning de John Hattie, et dans le top 10 des facteurs clés de réussite, vous avez l'évaluation formative, donc en quoi la vidéo va pouvoir outiller l'évaluation formative, construire des micros-enseignements, donc avoir des capsules vidéo relativement courtes, avoir une clarté de l'enseignant, ça de toute façon, qui est vidéo, qui n'est pas vidéo, l'enseignant qui n'est pas clair, une vidéo qui n'est pas claire, ça ne change rien. Établir des relations enseignant-étudiant, pratique par étapes espacées plutôt que de masse, des stratégies métacognitives, c'est-à-dire arriver à construire des stratégies pour résoudre des problèmes, mais aussi à mettre en œuvre, mettre en relation des stratégies entre elles et à savoir quand il faut les utiliser et à les adapter en fonction du contexte. Donc on appelle aussi des fonctions exécutives, des programmes de créativité, donc rendre l'étudiant créatif, et en quoi la vidéo peut être créative, je vous parlais tout à l'heure de la création de contenu, le développement professionnel et l'enseignement axé sur la résolution de problèmes. Bien, maintenant qu'on a regardé un petit peu ce que la recherche, une partie de ce que la recherche a produit comme résultat, comment on va articuler tout ça au niveau de notre établissement? Si je regarde un petit peu ce qui se passe depuis une petite dizaine, enfin une grosse dizaine d'années, il y a quand même une mutation organisationnelle des universités, hein, avec une évolution qui est quand même assez managériale. Il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, c'est un constat. Hein, avec une autonomie accrue, avec une rationalisation administrative, avec un changement d'équipe tous les 5 ans qui rend des problématiques de changement de direction, parce que quand on est sur une refonte des activités pédagogiques des équipes éducatives, ça ne se fait pas en 5 ans. Hein. Si on envisage par exemple de former des enseignants à la pédagogie, des enseignants du SUP, sachant qu'il y a un renouvellement de 3% des enseignants par an, au bout de 10 ans, vous avez changé que vous avez formé que 30% du corps, et il va falloir 30 ans pour arriver à former tout le monde. Donc les changements d'équipe, bon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, avec des périmètres variables. Hein, est-ce qu'on est sur un périmètre d'école, un périmètre d'université, de communes? Est-ce qu'on est à l'intérieur d'un réseau, qui n'est pas forcément un réseau d'établissement, mais qui peut être un réseau, je pense au réseau des UNT, je peux penser au CUM, donc réseau association, il y en a d'autres, hein, Anstia, etc., etc. Enfin, il y a d'autres réseaux. Des dispositifs de lutte contre l'échec peu concluants. Il y a quand même pas mal d'argent qui a été mis sur la table pour essayer de résorber l'échec, et au regard des moyens mis en œuvre, les études ne donnent pas des résultats très concluants. Une transformation des pratiques d'enseignement. Donc là, actuellement, on a le ministère appelle une transformation des pratiques. Et puis une pédagogie universitaire qui est en plein essor. C'est-à-dire, quand on regarde les productions de la recherche, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le primaire et sur le secondaire, mais sur le supérieur, on va dire, c'est en train d'être investigué. Et donc, il y a des résultats qui commencent à sortir. On s'appuie aussi sur des résultats du second degré, mais sur le supérieur, c'est vraiment un domaine d'investigation particulier.
Et voilà un petit peu comment moi je verrais les choses. Et d'abord, il est essentiel de construire une stratégie pédagogique. Si on veut intégrer l'utilisation des contenus multimédia, il faut construire une stratégie pédagogique. Une stratégie pédagogique, elle va forcément se construire en relation avec l'offre de formation et elle va forcément trouver des partenariats. Donc dans les partenariats, ça peut être des partenariats d'autres établissements, ça peut être des partenariats sur d'autres structures, ça peut être par exemple, si vous envisagez de créer des cours en ligne à distance massifs, de vous appuyer sur Fun, par exemple. Ça peut être, si vous envisagez d'utiliser des moyens, on va en parler juste en dessous, des moyens de production de contenu multimédia mutualisés, d'avoir des studios qui soient mutualisés sur plusieurs établissements, surtout s'il y a une logique de site. Voilà, avec une logique de site, il paraît une logique d'établissement. Donc il va falloir trouver des partenariats. Donc construire une stratégie pédagogique en lien avec l'offre de formation et trouver des partenariats dans cette stratégie pédagogique, puisque de toute façon, le champ des possibles étant tellement vaste sur un établissement qu'il n'aura pas les moyens. On va dire que l'imagination dépasse les moyens d'un établissement, et donc si on veut ne pas brider l'imagination, il faut augmenter les moyens en regardant ce qui se passe ailleurs, donc en trouvant des partenaires sur d'autres périmètres. À partir de là, il va falloir produire des ressources numériques qui vont venir outiller cette stratégie pédagogique. Et donc, produire des ressources numériques, ça nécessite pour moi nécessairement la mutualisation des moyens et des ressources. Et ça nécessite aussi d'éditorialiser les savoirs. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même éviter de produire un petit peu tout, n'importe comment, et le déposer n'importe où. Il va falloir essayer d'avoir une logique un petit peu éditoriale sur la production de contenu, de manière à pouvoir les retrouver, les valoriser, les diffuser, et puis ne pas reproduire exactement la même chose, et puis les faire évoluer. À partir de là, si on descend au niveau des équipes, donc sur le dur, bien on va demander à déployer des environnements pédagogiques innovants. Donc là, typiquement, on est dans les composantes ou sur d'intercomposantes, avec un noyau pédagogique, avec des dynamiques de choix et des choix organisationnels, on connaisse. Voilà, c'est là où on va repenser aussi les espaces d'apprentissage, que ce soit des espaces formels ou informels. Donc on va construire, parallèlement à ces environnements pédagogiques innovants, pour les outiller, un environnement numérique. Donc, et dans cet environnement numérique, on va outiller toute la partie contenu multimédia. Donc ça sera la construction d'un media center, enfin la mise en place d'un media center, ça peut être la mise en place d'un DAM, donc d'un Digital Asset Management pour gérer les contenus avec la gestion des droits d'auteur, la diffusion, qui a le droit de voir quoi, quand, comment et où, qu'est-ce que j'en fais, je les diffuse sur quoi. Et puis évidemment, déployer des équipes, et puis les LMS. Donc là aussi, il va falloir se poser la question sur les environnements numériques des LMS, mais sur le DAM, c'est pareil, sur les media centers. Toujours dans une logique de rationalisation. Actuellement, chaque établissement a à peu près sa plateforme pédagogique, Moodle pour la majorité d'entre nous, s'il n'y en a pas plus. Mais quand on va chercher à déployer des environnements pédagogiques innovants, on va voir qu'on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des traces. Et il va falloir réfléchir à l'analyse des traces sur des contenus vidéo. Que font les étudiants sur les contenus vidéo? Est-ce qu'ils font que de la lecture? Est-ce qu'ils reviennent en arrière? Ils reviennent en arrière sur quoi? Et si jamais ils prennent des notes interactives, ils prennent des notes sur quelle partie du cours? Et cette analyse de traces, actuellement, les LMS ne sont pas forcément outillés pour. Il y a d'autres LMS qui sont outillés, ou alors il va falloir construire d'autres outils pour analyser les traces sur des contenus vidéo enrichis. Et sur le DAB, c'est pareil. Donc construire un environnement numérique qui va venir outiller les environnements pédagogiques innovants. Et évidemment, il y a toujours la dimension RH. Alors j'ai fait l'impasse volontairement sur la partie financière, parce que évidemment tout ça signifie qu'il y a un aspect programmatique et un aspect budgétisation, c'est-à-dire que les établissements se donnent les moyens. Sans être forcément ambitieux, cette stratégie n'est pas forcément, peut très bien être adaptée aux moyens de l'établissement, donc au moins de l'établissement. Mais il faut aussi déployer des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'il faut construire des équipes pédagogiques qui, à partir de là, travaillent de façon collégiale, construisent l'environnement pédagogique ensemble, et à partir de là, intègrent. J'ai mis les services d'appui à côté, mais j'aurais dû les mettre dedans, parce qu'en fin de compte, l'équipe pédagogique, c'est pas simplement l'équipe des enseignants. C'est l'ensemble des acteurs qui participent au processus d'apprentissage. Voilà. Bon, je l'ai mis à part parce que actuellement, quand on parle d'équipe pédagogique, c'est réducteur aux enseignants. Mais pour moi, l'équipe pédagogique, c'est l'ensemble des acteurs qui participent au processus d'apprentissage. Et puis évidemment, un plan de formation, parce que aussi bien les enseignants que les personnels qui vont appuyer les enseignants ont besoin d'évoluer dans les compétences, puisqu'on vient de voir que la recherche produit de nouveaux résultats, que ces résultats amènent à repenser les pratiques, à repenser les outils et l'usage des outils, et qu'à partir de là, il faut aussi monter en compétences. Donc le plan de formation doit suivre. Votre établissement a-t-il formalisé une stratégie pédagogique intégrant le multimédia?
oui, réponse A. B, réponse non. Donc, a-t-il formalisé une stratégie pédagogique intégrant le multimédia? Donc, intégrant le multimédia. Il peut y avoir une stratégie pédagogique, mais si elle n'intègre pas le multimédia, pour moi, il lui manque une jambe. Donc, votre établissement a-t-il formalisé une stratégie pédagogique intégrant le multimédia? Si, c'est bon? ça répond, là. Déjà... On vous met les réponses au tableau. Pendant que vous répondez, en fin de compte, cette question, elle en pose une autre. C'est, est-ce que vos différentes activités de production de contenu multimédia sont-elles éparpillées dans la multitude des activités de l'établissement ou participent-elles à la stratégie globale? Est-elle formalisée? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est vraiment partie prenante et conscient de l'investissement que met l'établissement et que vous mettez pour la production de contenu et pour participer à la réussite des étudiants dans leur cursus académique? Voilà. C'est bon, tout le monde a répondu? Voilà, donc on est sur du 50-50. Bien, moi je trouve que c'est plutôt bien, on va voir le verre à moitié plein, je trouve que c'est plutôt bien pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est intéressant pour ceux qui ont à le faire. Parce que du coup, vous allez pouvoir un petit peu, donc si on part sur la logique de réseau, vous allez pouvoir un petit peu regarder ce qui s'est fait sur ceux qui ont déjà mis en place des stratégies pédagogiques intégrant le multimédia pour essayer d'entraîner vos gouvernances dans cette démarche-là. Donc, construire une stratégie pédagogique intégrant le multimédia, on voit bien que c'est pas pour faire joli, hein. C'est parce que derrière, le multimédia va être un levier sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour augmenter la réussite académique. Bien, maintenant, si on regarde un petit peu au niveau du ministère ce que nous on promeut, ben là, en fin de compte, je vous ai repris les termes de l'AMI qu'on a lancé cette année. C'est en fait quand on a des problématiques de massification, et il va falloir qu'on gère la massification sans dénaturer la qualité des formations. Il faut être exigeant vis-à-vis de l'étudiant. Je suis toujours sceptique vis-à-vis des résultats en disant beaucoup d'étudiants réussissent. Pour moi, le résultat va de pair avec le niveau académique attendu. C'est-à-dire que je peux très bien être très peu exigeant en termes de résultats académiques et avoir un très bon score en termes de réussite. Je peux être très exigeant et avoir un très mauvais score. Et finalement, je suis pas sûr que les deux choses soient comparables. Donc, il faut gérer la massification. Mais il ne faut pas dénaturer la qualité des formations. Si je prends l'exemple avec, par exemple, l'Afrique, hein, où vous avez une forte poussée démographique, où vous avez, alors je ne sais plus quel pays c'était, il me semble que c'était à Côte d'Ivoire, où ils avaient 30 000 étudiants par an qui arrivaient, 30 000 étudiants, vous imaginez, c'est une université qu'il faut créer chaque année. En termes de contenu, ils n'ont pas les outils pour produire du contenu multimédia, et en fin de compte, c'est le téléphone qui devient le vecteur du contenu pédagogique. Donc le téléphone, ça veut dire la vidéo. Donc ça veut dire que si on tient à maintenir une qualité de formation, en utilisant le smartphone comme étant le médium qui sert à transférer la vidéo, il y a un enjeu derrière pour ne pas dénaturer la qualité de la formation. Donc c'est réfléchir à des pédagogies inversées. Donc si vous attendiez de moi de cette présentation que je vous dise il faut faire des MOOC, il faut faire des SPOC, il faut faire de la pédagogie inversée, je suis pas dans mon rôle, et c'est pas à moi de le dire, c'est aux établissements à s'approprier les différents outils et les différents éléments que leur donne la recherche. Faire de la pédagogie inversée, oui, pourquoi pas, si c'est intégré dans la stratégie, s'il y a un objectif qui est un objectif de dégager du temps sur les enseignants pour passer plus de temps avec les étudiants pour faire de l'interaction, si derrière, sur la pédagogie inversée, on a construit des contenus pédagogiques qui tiennent mieux la route que le présentiel, si c'est un amphi qui est juste filmé, ou est-ce que on a essayé d'apporter de la valeur ajoutée pour que l'étudiant s'y retrouve, oui, mais si c'est juste filmer le cours et puis le diffuser sur Internet, on peut se poser la question. Si c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il a vu pédagogie inversée sur une manchette de presse et qu'à partir de là, il joue sur la vague, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Voilà. Après, c'est flexibilité, l'offre et les pratiques de formation en réponse à la diversité des attentes et des besoins des apprenants. En fin de compte, il va falloir qu'on rende nos offres de formation plus flexibles. C'est-à-dire que le monde du travail évolue rapidement. On n'arrête pas de dire que d'ici 20-30 ans, nos étudiants exerceront des métiers pour lesquels on ne les aura pas forcément formés. Donc il va falloir qu'on ait des offres flexibles. Et à partir de là, la production de contenu sous forme multimédia peut donner une flexibilité. Donc
sur l'appel à manifestation d'intérêt, on attend de voir un petit peu quelles sont les initiatives qui sont portées par les établissements, mais toujours inscrites dans la stratégie. Hein. Je reprends la planche précédente. Il faut vraiment que l'ensemble de ces éléments que vous voyez sur cette planche-là soient inscrits dans la stratégie de l'établissement pour être sûr que, même si on est sur du bottom-up, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives locales, il y a quelqu'un qui a une idée et qui aimerait bien la mettre en place, pourquoi pas, on peut faire un démonstrateur, on peut essayer quelque chose, mais il faut quand même que la gouvernance soit informée, partie prenante, pour après faire système ou valoriser ou essaimer cette initiative, de manière à ce qu'on n'ait pas une succession d'initiatives stériles qui derrière ne débouchent sur aucune analyse et puis aucune évolution. Voilà. Concevoir, développer un écosystème de soutien et d'accompagnement des équipes à la transformation. Donc là, évidemment, on en a parlé juste avant, les équipes pédagogiques, les fonctions support, les services d'appui doivent travailler ensemble. Donc c'est initier une dynamique d'analyse réflexive sur les pratiques, donc inspiré du Scholarship of Teaching and Learning, ce qui fait qu'un enseignant peut à un moment donné s'arrêter et observer ces pratiques, ce qui est fait en Grande-Bretagne depuis plusieurs années. Hein. Depuis plusieurs dizaines d'années, un chercheur peut très bien dire « j'arrête ma recherche disciplinaire sur ma recherche classique et puis je vais regarder un petit peu mon activité d'enseignant, je vais faire de la recherche dessus pendant quelques années, je vais produire des contenus, ça sera reconnu dans mon activité de chercheur, puis après je vais revenir sur, on va dire, ma discipline initiale par exemple. » Voilà. Et là, on verra que la vidéo peut aussi jouer un rôle. C'est-à-dire que la vidéo, j'en parlerai dans mes conclusions, mais c'est que la vidéo n'est pas simplement un outil à destination des étudiants. Je ne produis pas simplement du matériau pour mon activité d'enseignant. Je peux aussi me filmer pour avoir une activité réflexive sur ma pratique. Et je produis aussi de la vidéo. Construire des conditions de la réussite d'étudiants. Donc là, on est sur des dispositifs et ressources numériques d'aide au positionnement, sur de la préparation aux études supérieures, sur l'aide à l'orientation. Donc là, on a des solutions en interne. Il y a aussi des solutions en externe. Hein. Vous avez des boîtes qui commencent à se positionner sur le sujet. Et puis évidemment, un accompagnement des étudiants dans leur dynamique d'engagement et de persévérance. Donc là, on a vu, hein, il faut que l'étudiant soit actif, il faut qu'il soit partie prenante de son apprentissage, il faut qu'il sache pourquoi il se plante. Donc il faut de temps en temps l'aider à se positionner, à s'évaluer. C'est-à-dire que fixer un objectif, c'est comme pour un bateau. Hein. Si vous fixez un cap et que de temps en temps, vous ne faites pas un point pour voir où c'est que vous en êtes sur la trajectoire, ce sera difficile de savoir pourquoi vous n'avez pas atteint le cap. Donc le positionnement, l'aide à l'orientation, ça permet aussi d'accompagner les étudiants dans leur dynamique d'engagement et de recherche et de persévérance. Bien, et bien, une fois que la stratégie est mise en place, on va réfléchir un peu sur la partie numérique. Donc il faut des moyens de production mutualisés pour les enseignants, hein, que ce soit des studios, des salles de montage, mais aussi pour les étudiants. C'est-à-dire que si on veut que les étudiants produisent du contenu multimédia, il faut aussi leur donner du matériel. Regardez la photo qui est à droite. Vous avez ce sont de jeunes enfants hein, qui produisent avec une tablette une vidéo sur un fond vert. Et hop, on peut supposer derrière qu'il y aura des incrustations. Voilà, ils produisent une vidéo pour une activité pédagogique. Vous avez au milieu un studio. Donc il faut aussi qu'on mette à disposition de nos étudiants des moyens de produire du contenu pédagogique. Et on verra que ça participe de leur activité d'apprentissage. Alors j'ai une question à vous poser. C'est votre établissement dispose-t-il de moyens de production, de diffusion et de contenu multimédia pour toutes les catégories, hein, donc pour les personnels, dans le cas d'activité de production de contenu multimédia, on va dire institutionnel, pour les équipes pédagogiques, parce que je ne pense pas que ça soit différencié, ou pour les étudiants. Donc oui, réponse A, B, réponse non. Tout le monde a bien lu la question et identifié les items. Alors c'est toujours oui A et non B. Voilà, et maintenant on va basculer sur ping-pong pour voir ce qu'il en est. Alors tout à l'heure on avait eu 30 réponses, donc j'en conclus qu'il y a 30 personnes qui peuvent répondre. Donc on s'attend aussi à 30 réponses. Ah. Voilà. Bon, ça veut dire que les établissements ont investi dans, enfin en tout cas les établissements qui sont ici, puisque on est une trentaine, les établissements ont investi dans des moyens de production et de diffusion et de contenu multimédia. Donc on peut supposer que... Alors, j'ai un parti pris. Je reviens. Je suppose que c'est essentiellement pour des activités pédagogiques et peu pour des activités institutionnelles. Bon. Un parti pris. C'est parce que je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc ça veut dire que les établissements ont quelque part, les gouvernants, puisqu'ils ont investi, ont quelque part intégré le fait que le multimédia était une dimension importante de l'activité d'apprentissage.
Bon, la question à se poser derrière, c'est est-ce que c'est vraiment formalisé, est-ce que c'est vraiment structuré, est-ce que vraiment ça irrigue tous les tissus de l'université? Voilà. Il faut aussi repenser les espaces d'apprentissage formels et informels pour que ça soit propice à l'utilisation de la vidéo. C'est-à-dire que si vous donnez aux étudiants la possibilité de produire des contenus vidéo et qu'ils vont être obligés de se mettre dans un coin de couloir pour regarder ça sur une tablette, évidemment, il manque quelque chose à la panoplie. Donc, est-ce qu'il y a des apprentissages, des espaces d'apprentissage? Alors là, j'ai mis différents modules. Il y en a d'autres. Hein, c'est une image, mais voilà, qu'on puisse travailler avec des écrans, qu'on puisse travailler autour d'un groupe isolé, qu'on puisse travailler dans le cadre d'une activité en présentiel, en directif avec un enseignant, que ce soit sur des groupes de travail. Voilà. Évidemment, j'ai une question à vous poser. Votre établissement a-t-il programmé un réaménagement des espaces formels et informels en lien avec la médiatisation des activités pédagogiques? C'est-à-dire, ce que je vous demande, c'est, si jamais votre établissement est rentré dans une logique de je repense un petit peu mes espaces d'apprentissage, est-ce qu'il a intégré la dimension médiatisation des activités d'apprentissage dans ce réaménagement des espaces formels et informels? Voilà. Parce qu'on peut très bien envisager de réaménager des espaces, mais sans à aucun moment envisager l'utilisation de contenu multimédia. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que les 15 qui ont dit les 22 qui ont dit tout à l'heure qu'ils avaient des moyens de production. Ah, voilà. Voilà. Bon. Ça ne veut pas dire que tout va mal. Ça veut dire qu'il y a encore des chantiers à mener. Il y a encore des chantiers à mener à repenser les espaces d'apprentissage. Alors, on a parlé beaucoup à un moment donné de Learning Center. Moi, j'ai commune de dire que c'est l'université qui est un Learning Center et qu'il faut repenser tous les espaces d'apprentissage à l'intérieur de l'université. Il faut pas. Alors, c'est comme sur le label French Tech, hein, il y a toujours un lieu totem. Alors, on peut très bien envisager un lieu totem, mais je trouve dommage que ce lieu totem aspire à la totalité, enfin une grande partie des moyens. On va faire quelque chose qui est super, hein, mais qui est un endroit unique. Et on va dire que 80% des étudiants vont pas y aller, ou alors vont y aller, mais sur une fraction du temps qui est relativement faible. Donc peut-être qu'il vaut mieux essaimer sur la totalité des sites plutôt que de concentrer tous ces moyens sur un lieu totem. Bon, on aime bien ça chez nous. J'aime bien la démarche qui a été suivie par Nancy, qui est de lancer un appel d'offres, un appel à projet plutôt chaque année sur les salles. Et puis ils ont une enveloppe. Et à partir de cette enveloppe, ils refont des salles sur des composantes, sur des projets. Donc chaque année, il y a des salles qui se créent un petit peu partout comme ça sur les différents sites. Et ça se fait petit à petit. Cette idée d'essaimer petit à petit sur les composantes, à partir de salles et à partir de besoins. Tout le monde n'a pas besoin forcément de rouler en Rolls. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien la 2 chevaux, mais ça correspond à un besoin. Voilà. De toute façon, si vous êtes en Rolls, c'est que vous roulez sur un chemin de terre. Vous ne bénéficierez pas forcément de tout le confort du véhicule. Merci pour vos réponses. Alors évidemment, pour la partie numérique, il faut évidemment des moyens de gestion et de diffusion de stockage. C'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir un DAM derrière. Alors là, bon, je promopode puisque c'est quelque chose c'est une solution qui a été financée pour la partie podcast qui a été financée par le ministère. Bon, il y a d'autres solutions de DAM, hein, mais je n'en ferai pas la pub. Mais il faut vraiment envisager, puisqu'on parlait tout à l'heure d'éditorialisation, de stockage, de diffusion, il faut vraiment qu'il y ait un DAM derrière, donc Digital Asset Management, une solution de DAM qui permette de gérer les contenus multimédia. L'idéal, c'est même d'avoir un DM et un DAM, c'est-à-dire que normalement, il faudrait que vous ayez une solution qui gère la totalité de vos contenus, pas simplement multimédia. Bon, là, on est sur une thématique multimédia aujourd'hui, donc on va focaliser sur le DAM, mais il faudrait aussi apprendre à gérer tous les contenus. Si vous prenez votre LMS, vous allez produire des contenus vidéo, mais vous allez produire aussi des supports de cours. Sont-ils gérés? Voilà. Si on veut les valoriser, les utiliser, etc., etc. Bien. Et j'en viens à des environnements d'apprentissage vidéo améliorés. Alors je vous ai mis cet exemple-là parce que je le trouvais intéressant. Donc c'est quelque chose qui a été conçu pour le labo. Donc l'exemple consiste en plusieurs composantes. Donc vous avez en haut à gauche une visionneuse vidéo, mais cette visionneuse vidéo a été enrichie de plusieurs boutons de commande. C'est-à-dire que il y a le bouton pause, mais il y a le bouton aussi plus 5 secondes, moins 5 secondes. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de revenir par petits bouts. Parce que souvent, quand on regarde la façon dont on lit, quand on regarde comment les yeux suivent un texte quand on lit, on fait sans cesse des allers-retours sur les mots.
Et dans une vidéo, on fait souvent pareil, quand on regarde, on fait souvent des allers-retours sur la vidéo. Et donc la possibilité de pouvoir rapidement, avec un bouton, revenir en arrière de 5 secondes, on pourrait très bien envisager d'en mettre un autre. Je pense que s'ils ont mis 5 secondes, c'est parce qu'ils ont peut-être fait une étude qui montrait qu'on venait majoritairement de 5 secondes avant, ou on avançait de 5 secondes. C'est-à-dire que quand on lit, on trie aussi l'information. C'est-à-dire quand on a une information qui n'est pas pertinente, on passe la phrase, on finit pas la phrase, on passe à la phrase d'après. Bien, sur une vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que sur une vidéo, quand il y a une partie qui est pas intéressante, on a envie de passer à côté. Et donc il faut pouvoir accélérer rapidement sans être obligé d'aller dans un menu, choisir le menu mode accéléré, revenir dans le mode normal. Donc ils ont modifié la visionneuse. Et puis il y a une prise de notes interactive qui est en haut à droite, qui capture la scène dans la vidéo et la map aux composants de notes interactives. C'est-à-dire que quand l'étudiant va revenir sur sa note, il va revenir au point de la vidéo qui est associé à la note. Et il y a un bouton de lecture de la zone de texte à côté, c'est-à-dire qu'il pourra relire la vidéo qui est associée à sa note. Et puis il y a des ressources supplémentaires qui sont en bas à gauche, c'est-à-dire qu'à certains moments dans la vidéo, l'enseignant a positionné des ressources complémentaires, soit parce qu'il sait que c'est un point difficile, soit parce qu'il sait que la présentation c'est un parti pris, puis il présente des solutions alternatives ou des points de vue alternatifs. Voilà. Et en bas à droite, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc soit l'étudiant pose des questions à l'enseignant, soit c'est l'enseignant qui pose des questions à l'étudiant, pour vérifier par exemple s'il a bien compris, ou pour l'amener à réfléchir sur un point auquel il n'aurait pas forcément pensé au moment de la vidéo. Donc voilà. Donc là, on est sur des environnements d'apprentissage vidéo améliorés. Il va falloir qu'on repense nos environnements d'apprentissage vidéo, et la recherche peut nous aider à modifier ces outils. Et puis, utiliser des environnements ludiques utilisant le potentiel des jeux vidéo et des outils de simulation. Je vous ai présenté l'outil de simulation BIM au début. BIM qui permet à l'ensemble des corps de métier de pouvoir travailler sur un seul projet, même maintenant sur un projet immobilier, dès qu'il est terminé, il y a un avatar numérique qui est créé, parce que l'ensemble du bâtiment est instrumenté, que l'avatar numérique est directement lié à l'instrumentation du bâtiment, et qu'on suit le vieillissement en temps réel du bâtiment, non pas sur le bâtiment, mais sur son avatar. On est même capable d'avoir maintenant des outils de simulation qui permettent, vous êtes dans une pièce, vous avez un capteur, un système d'acquisition qui capte la totalité de la pièce, qui reconstitue la pièce en 3D, vous prenez vos lunettes et vous positionnez, je ne sais pas, par exemple un sanitaire, vous voulez poser un sanitaire à un endroit, et vous voyez en 3D le sanitaire posé directement dans votre environnement. C'est-à-dire que vous voyez directement votre environnement sans avoir la partie numérique derrière. Donc là, je vous donne l'exemple de Domino. Donc là, c'était sur la partie connaissance procédurale en utilisant le potentiel des jeux et des outils de simulation. Donc Domino, qui est un fabricant de pizza, a un turnover assez important au niveau de ses employés. Et donc, il a créé un mini-cours gamifié pour aider les apprenants à apprendre rapidement. Donc c'est le processus de création d'une pizza. Voilà. Donc à partir de là, il a créé des points. Bon. Et en bas, donc, je vous ai mis deux petits exemples de simulation. Donc celui-là et puis celui-là. Donc là, côté à gauche, c'est donc un étudiant qui travaille en médecine, donc il va essayer de comprendre un petit peu les différents schémas du cœur, donc il a différentes gammes. Et à droite, c'est un laboratoire de simulation en 3D. Donc là, c'est la partie présentation, vous allez avoir des mots un petit peu plus tard, voilà. Donc là, vous avez un cube. Bon, je vous ai mis celle-là parce qu'elle est liée aux activités d'apprentissage, mais j'en avais une autre qui était pas mal aussi, qui était la réparation d'un ascenseur. En fin de compte, vous avez le réparateur de l'ascenseur qui arrive directement sur l'ascenseur et qui, en fin de compte, a visualisé directement où se situe la panne, qui a tous les composants de l'ascenseur qui sont sur sa lunette HoloLens, peu importe la marque, et qui après, si à un moment donné il a un problème, peut se connecter directement avec un helpdesk qui voit directement ce que lui voit, qui lui dit exactement ce qu'il doit changer et à quel endroit il doit changer. Pensons à ce type d'organisation dans le cadre d'une activité d'apprentissage, par exemple. Bien, quelles sont nos pratiques? Si on regarde donc là on est sur la partie pédagogie, donc moi je suis enseignant, si je suis enseignant, qu'est-ce que je fais? Si on regarde, les enseignants, ils utilisent les médias pour quoi faire? Essentiellement pour illustrer un contenu de cours. Très peu pour aider à développer une réflexion critique, très peu pour faire découvrir des cultures, très peu pour proposer des activités. Et quand on regarde globalement les enseignants, ils utilisent les nouveaux médias donc pour mieux transmettre des savoirs et actualiser les connaissances, mais très peu pour offrir aux élèves des nouvelles formes pédagogiques d'apprentissage social et collaboratif. Or, on sait que
l'adolescent est un animal social et collaboratif. Même si, quand on regarde l'utilisation et les activités sur les réseaux sociaux, en France, on est quand même relativement en retard par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. On est dans le dernier quart dans les activités sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, voilà. Et si on regarde au niveau des enseignants, pour des activités magistro-centrées, c'est-à-dire j'utilise la vidéo pour un cours magistral comme je le fais actuellement, 68% des enseignants se perçoivent comme efficaces. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'utilisation de la vidéo, là je suis persuadé que ce que j'ai fait là, c'est efficace et que vous avez parfaitement adhéré, compris mon propos. Par contre, si je mets des activités avec les étudiants, dans ce cas-là, seulement 45% des enseignants se perçoivent comme efficaces. Donc il y a déjà une image qui est pas bonne. Donc s'il y a une image qui est pas bonne, on peut raisonnablement penser que l'enseignant ne va pas l'utiliser. Et à partir de là, ça veut dire que si on veut changer les pratiques, si on veut en tout cas inverser les pourcentages, il va falloir qu'on accompagne ces enseignants, en tout cas qu'on m'accompagne moi, pour pouvoir utiliser cette activité. Alors, comme je suis un petit peu en retard, on va passer cette question, mais la question qui m'intéressait, c'était vous, pour quel type d'activité produisez-vous des vidéos? Que vous soyez enseignant ou que vous soyez producteur de contenu, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir quel type d'activité, pour quel type d'activité. Est-ce que c'est pour des activités magistro-centrées, c'est-à-dire est-ce que vous produisez des contenus vidéo pour des cours magistraux, ou est-ce que vous produisez des contenus vidéo pour des activités avec les étudiants? Voilà. Ça aurait été intéressant parce que dans ce cas-là, ça permettrait soit de corroborer le pourcentage précédent qui dit que les enseignants ne sont pas à l'aise et qu'à partir de là, ils ont besoin d'être aidés pour produire du contenu, en tout cas qu'il y a quelque chose à changer. Voilà, bon. Voilà, on est plutôt sur les activités magistro-centrées, ce qui est normal. Alors, j'accélère. Donc, dans l'apprentissage par la technologie, faire la distinction entre une démarche centrée sur la technologie et une démarche centrée sur l'apprenant. J'en ai parlé au début, il faut vraiment que l'enseignant prennent le parti pris de construire une démarche qui est centrée sur l'étudiant et pas sur la technologie. On a souvent tendance à se centrer sur la technologie. Dans ce cas-là, j'utilise la technologie pour enseigner. Tiens, on vient de m'installer un TBI. Tiens, je vais utiliser le TBI. Bon, je joue un petit peu, puis je vais arrêter. Tiens, on vient de mettre en place Moodle. Qu'est-ce que je peux faire dessus? Tiens, je peux déposer des fichiers. Tiens, j'ai mon serveur de fichiers parce que le serveur de fichiers en intranet, j'en ai accès qu'à l'intérieur. Puis comme ça, les étudiants, ils auront accès aux fichiers dehors. Et puis, je vais rien faire d'autre. Voilà. Donc là, on est vraiment centré sur la technologie et pas sur l'apprenant. Et ça, c'est absolument pas satisfaisant. Il est naturel d'attendre que la production de toute cette matière, donc issue de la recherche, fusionne dans le creuset des formations. C'est naturel de l'attendre, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il est cependant difficile d'avoir une vision consolidée de cette production qui permette d'organiser l'action. C'est-à-dire que quand on regarde les publications, il y a énormément de revues, diverses et variées, internationales, qui produisent énormément de matière, certaines qui sont des études avec un périmètre relativement restreint pour lesquelles on n'est pas capable de tirer des généralités, puis des méta-études qui permettent de dire si oui, ça on sait que ça marche, on peut le tester, ça bon on sait pas que ça marche, ou alors ça marche dans tel environnement, mais il faudrait creuser. Et une équipe pédagogique qui dirait tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un petit peu un pensum sur tout ça? Actuellement, il n'y en a pas. Donc chacun est obligé d'aller à la pêche et de construire son propre vadémécum, comment utiliser le multimédia dans mes activités. Il apparaît essentiel que les enseignants s'approprient les technologies comme moyen de mettre en œuvre leur projet pédagogique et non l'inverse. Donc c'est vraiment, je mets en œuvre un projet pédagogique et à partir de là, derrière, on va m'expliquer que tel ou tel outil va pouvoir m'aider dans telle ou telle activité. Et à partir de là, soit je vais moi-même chercher à monter en compétence sur cet outil, soit je vais déléguer la compétence sur d'autres personnes et ces personnes elles-mêmes seront montées en compétence sur l'outil. La constitution d'un environnement intégré qui embrasse toutes les dimensions reste du ressort de la gouvernance. Alors ça c'est une jolie phrase, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette vision consolidée, elle ne peut être pilotée et mise en musique que par la gouvernance de l'établissement. Sinon on restera, alors on va dire la gouvernance de l'établissement, ça peut être aussi la gouvernance d'une composante. Soyons modestes. Mais il faut vraiment qu'il y ait une vision gouvernance dans l'intégration de l'ensemble de ces dimensions. Mais elle ne sera propulsée que par les équipes pédagogiques pluridisciplinaires. Si c'est de l'incantation, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que, une fois que la gouvernance a défini le cap, il faut derrière accompagner, donc mettre des moyens sur les équipes pédagogiques pour les faire évoluer. Repenser en conséquence le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport aux interactions enseignant-enseignant, enseignant-étudiant, le rapport au jugement à travers la médiatisation de certaines activités, dans le cas d'évaluation formative, normative ou par les pairs. La vidéo comme matériau pour mon enseignement, oui, mais la vidéo aussi comme outil d'analyse de mes propres pratiques. Finalement, pour conclure, la technologie ne garantira pas un apprentissage efficace et novateur, par contre elle y contribue. Et parmi les différentes dimensions technologiques, la vidéo doit jouer un rôle prépondérant, l'activité de recherche l'a montré.
Les gouvernances des établissements doivent être les architectes de la médiatisation des activités d'apprentissage. Parce que derrière, la partie réorganisation des services, mise en place de moyens, coordination des structures, ne peut être faite que par la gouvernance. Mais ça doit être fait au bénéfice des équipes pédagogiques et des étudiants. Enfin, la recherche fournit des résultats qui n'irriguent pas suffisamment le tissu pédagogique de l'enseignement supérieur. Profitant de cette source d'information qui devrait nous aider à y voir plus clair, plutôt que d'avancer un petit peu en aveugle. Je vous remercie. Donc, merci pour cette brillante présentation. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des questions sur... Pas de questions? Si? C'est enregistré, donc c'est mieux prendre le micro. Bonjour, Rémi Charoc de Télécom Paris Tech. C'est très rapide, c'est juste pour savoir si on peut avoir les sources. J'ai vu que vous avez cité Séraphin Alava, que j'ai eu comme prof par ailleurs. Mais j'étais intéressé par... Enfin, il y avait pas mal de résultats de recherche, et du coup, je me demandais si vous aviez les sources. J'avais commencé à faire la biblio, et puis je me suis arrêté à 2 planches. Alors, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de publications. Alors, je pourrais vous les donner. À la rigueur, je prendrai les publications, et puis je ferai on fera le transfert. Voilà. Enfin, si vous voulez juste les références, je peux les donner, mais sinon, j'ai les publiés aussi qui vont avec. On ne vous l'a pas dit, mais les présentations de la journée seront en ligne sur le site du CUM. Et également, il y a une captation vidéo, et pour les adhérents, on enverra le lien pour le revisionnage. Voilà. Alors sur la biblio, il y a 2 sources de biblio. Il y a une source importante qui est l'ensemble des publications sur l'utilisation des médias et sur les activités pédagogiques. Et il y a une autre source aussi importante que j'utilise, qui est les documents de l'OCDE du CERI, qui sont vraiment très très intéressants. Sur la partie en particulier environnement pédagogique innovant, sur la partie comment apprend-on, sur la partie le cerveau et l'apprentissage, qui permet de comprendre aussi comment on peut utiliser les médias, enfin la médiatisation des apprentissages dans le cadre d'une activité efficiente. Donc les documents de l'OCDE, il y en a 3 ou 4 moi, sur lesquels j'ai travaillé, et puis après sur les publics, il doit y en avoir une vingtaine. Voilà. Ok, merci beaucoup.